Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du système nerveux. Imaginez un peu, c'est l'incroyable réseau de communication qui orchestre absolument chaque pensée, chaque mouvement, bref, tout ce qui se passe dans notre corps. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment une simple idée, là, dans ma tête, peut se transformer en action quasi instantanément? C'est cette question de vitesse et de communication qui va être notre fil rouge. Alors pour qu'un organisme aussi complexe que le nôtre fonctionne, pour trouver à manger, éviter un danger, pour que toutes les cellules agissent ensemble, eh bien il faut un chef d'orchestre. En fait, il y en a même deux, grands systèmes de commandement. On peut les comparer assez simplement. D'un côté, on a le système nerveux, lui, c'est l'Internet à très haut débit du corps. L'info, c'est un signal électrique, c'est quasi instantané, et c'est surtout très ciblé, ça va à un point précis. Et de l'autre, il y a le système endocrinien, qui lui utilise des hormones dans le sang. Là, c'est plus comme le bon vieux courrier postal, c'est fiable, ça arrive, mais c'est beaucoup plus lent, et le message, il est diffusé un peu partout. Et là, visuellement, la différence de stratégie saute aux yeux. À gauche, on voit ce câblage ultra précis, direct du système nerveux, et à droite, les glandes du système endocrinien, qui sont un peu disséminées partout et qui vont diffuser leur message chimique dans la circulation générale. Vraiment deux approches, deux temporalités complètement différentes. Bon, laissons un peu de côté le système endocrinien, notre service postal, pour nous concentrer sur le réseau haut débit. On va voir maintenant comment cette architecture incroyable est organisée. Voilà la carte d'ensemble. La première grande division, elle est assez simple à comprendre. D'un côté, il y a le système nerveux central, le SNC, c'est notre poste de commandement. Et de l'autre, le système nerveux périphérique, le SNP. Lui, c'est l'ensemble de tous les câbles qui relient ce centre de commande à tout le reste du corps. Le SNC, donc, c'est le cerveau et la moelle épinière. C'est vraiment le processeur central de l'organisme. C'est là que toutes les infos sont analysées, que les décisions sont prises et bien sûr que les ordres sont envoyés vers les muscles et les glandes. Ok, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, la carte, si on zoomait, on va passer de l'échelle des grands systèmes à une échelle complètement microscopique pour aller voir les briques élémentaires qui composent ce tissu si particulier. Dans le tissu nerveux, en fait, on trouve principalement deux types de cellules. On pourrait les voir un peu comme les stars d'un film et, tout aussi importante bien sûr, l'équipe technique qui s'active en coulisses pour que tout fonctionne. Et voici nos deux acteurs. À gauche, le neurone. C'est la star, la vedette, celle qui transmet les fameux signaux électriques. C'est l'unité fonctionnelle de base. Et à droite, les cellules gliales. Un peu moins célèbres, c'est vrai, mais absolument vitales. Ce sont elles qui nourrissent, qui soutiennent et qui protègent les neurones. Sans elles, il n'y a pas de spectacle, tout simplement. Ce qui est assez fascinant, c'est que cette distinction très claire entre les cellules n'a pas toujours été une évidence. Loin de là. Pendant très longtemps, une véritable controverse, une bataille scientifique, a divisé les chercheurs sur la nature même du cerveau. Il y avait deux camps. D'un côté, les réticularistes, avec leur chef de file Golgi. Eux, ils imaginaient le cerveau comme un immense réseau, une sorte de toile d'araignée continue, sans aucune interruption. Et de l'autre, les neuronistes, menés par le génial Cajal, qui soutenaient que non, le cerveau était fait de milliards de cellules bien distinctes, les neurones, qui étaient simplement très proches les unes des autres. Le cœur du problème, c'était que l'espace entre elles était si petit qu'il était impossible de le voir avec les microscopes de l'époque. Alors, qui a gagné ? Eh bien, au final, ce sont les neuronistes qui avaient raison. C'est l'invention du microscope électronique qui a tout changé. On a enfin pu voir ce fameux espace minuscule qu'on appelle la synapse. Le neurone a donc été établi une bonne fois pour toutes comme l'unité fondamentale du cerveau. C'était une véritable révolution dans notre façon de comprendre l'esprit. Maintenant qu'on sait ça, penchons-nous sur la mécanique d'un seul neurone. Pour comprendre comment il envoie un message, il faut d'abord comprendre ce qu'il fait quand il ne fait rien, quand il est silencieux, au repos. Cet état de veille, on appelle ça le potentiel de repos. L'analogie de la batterie est parfaite pour ça. Pensez à une pile. Même quand elle n'alimente rien, il y a une tension, une différence de charge entre ces deux pôles. Eh bien, le neurone, c'est exactement pareil. Il maintient une charge électrique négative à l'intérieur, prêt à se décharger à tout moment. Et ça, ce n'est pas juste une image, une théorie. On peut le mesurer très concrètement. En insérant une microélectrode vraiment minuscule à l'intérieur d'un neurone, les scientifiques peuvent lire une différence de tension constante par rapport à l'extérieur de la cellule. Et la valeur clé à retenir, la voilà. C'est environ moins 70 millivolts. Attention, le signe moins, il est capital. Il signifie que l'intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Notre batterie est bien chargée, prête à servir. D'accord, mais comment ce potentiel est-il créé et surtout maintenu ? En fait, c'est le travail combiné de trois mécanismes. D'abord, il y a une répartition inégale des ions.
Ensuite, la membrane de la cellule est sélective. Elle laisse sortir un peu de potassium, mais elle bloque l'entrée du sodium. Et enfin, comme une sorte de garde du corps, il y a une pompe moléculaire qui travaille sans arrêt pour expulser le peu de sodium qui arrive à s'infiltrer. C'est ce travail de fond, constant, qui maintient la batterie bien chargée. Bon, notre batterie est donc là, chargée à moins 70 millivolts. Elle attend. Mais que se passe-t-il quand un signal arrive enfin? C'est là que tout s'emballe, que l'étincelle se produit. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. La grande question, c'est donc ça. Comment est-ce qu'on passe de cet état d'attente, de repos, à l'envoi d'une véritable impulsion électrique qui va voyager le long du neurone? En fait, une stimulation peut faire varier ce potentiel de repos dans deux directions. Soit elle le rend moins négatif, par exemple de moins 60 à moins 60, et là on parle de dépolarisation, soit elle le rend encore plus négatif, de moins 60 à moins 90 par exemple, et ça c'est l'hyperpolarisation. Pour créer notre étincelle, c'est la dépolarisation qui va nous intéresser. Parce que si une dépolarisation est suffisamment forte pour atteindre un seuil critique, alors là, tout bascule. C'est une réaction en chaîne. Le potentiel de la membrane s'inverse complètement, brutalement, passant de moins 70 à environ plus 30 millivolts en une fraction de seconde. Et voilà, ça y est, c'est ça le potentiel d'action. C'est l'influx nerveux. Le message est envoyé. Et cette étincelle, bien sûr, elle ne reste pas sur place. Elle se propage comme une vague tout le long du prolongement principal du neurone qu'on appelle l'axone. C'est comme ça que l'information voyage absolument partout dans le système nerveux, que ce soit pour sentir quelque chose ou pour commander à un muscle de bouger. Et pour finir, juste une pensée qui donne un peu le vertige. À chaque seconde qui passe, là, maintenant, il y a des milliards de ces potentiels d'action, de ces petites étincelles qui parcourent notre cerveau. Et c'est de cette tempête électrique, à la fois microscopique et pourtant si parfaitement orchestrée, qui émergent nos pensées, nos souvenirs, notre conscience. C'est assez fou quand on y pense, non ?